Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, je vous propose de continuer dans notre série de hardware avec un test de 3 claviers Bluetooth pour iPad, iPad Air et iPad mini Retina. 2 de ces claviers viennent de Zag, dont je vous mets l'adresse en dessous, et le troisième est un Belkin. Donc le premier est fait pour iPad mini Retina. Il s'agit d'un clavier qui n'a pas de housse, clavier indépendant qui va se clipser sur l'iPad. Le deuxième est une housse clavier, donc pour iPad Air. Celle-ci vient de Zag. Elle comprend donc une première partie qui couvre l'iPad et la deuxième partie avec le clavier. La dernière est une housse Belkin, la Ultimate de Belkin pour iPad Air. Et nous allons les tester une par une. On va commencer par la Zag. Donc comme vous le voyez, la Zag dispose d'un revêtement simili-cuir. Il s'agit d'une coque intégrale qui est fixée avec une charnière métallique. Cette coque est percée des orifices nécessaires pour laisser passer les différents ports de connexion de l'iPad. Il s'agit d'un clavier qui est en AZERTY et qui dispose d'une ligne de fonction supplémentaire avec toutes les touches nécessaires à l'utilisation. Pour rentrer, il suffit de le clipser. Seule la partie supérieure du cadre dispose d'un petit rebord permettant d'éviter que l'iPad ne tombe. Et une fois entré, il est très simple de le ressortir par une simple pression. Lorsqu'il est fermé, on voit tous les ports qui sont donc accessibles, les boutons de volume strictement rangés sans débord, le bouton pour verrouiller la position, mais aussi le port Lightning qui lui est relativement bordé de plastique, ce qui pourrait poser problème avec certains connecteurs Lightning trop épais. Sur le côté, vous avez le port micro USB qui permet de recharger le clavier de façon indépendante, mais aussi le bouton pour allumer et éteindre le clavier, ce qui est bien pratique pour économiser sa batterie, et enfin le bouton qui permet de lancer le jumelage Bluetooth qui en fait ne sera pas forcément nécessaire très souvent. Le revêtement a tendance à prendre les traces de doigts et la poussière, mais c'est relativement modéré vu qu'il n'est pas brillant. Quant à la charnière, elle donne une impression de solidité. La barre de fonction dispose d'un certain nombre d'éléments directement accessibles. Le clavier est en plastique relativement épais, avec un toucher extrêmement agréable qui ressemble beaucoup à un clavier de MacBook. Donc en haut, on a le bouton Home qui permettra bien sûr de retourner et d'utiliser le sélectionneur d'application. Le bouton pour le verrouillage automatique qui est un bouton indépendant qu'on a malheureusement tendance à activer. Ça, c'est Siri. 2 touches de fonction pour annuler et rétablir, ce qui est très pratique lorsque l'on est dans un traitement de texte. La touche pour masquer et démasquer le clavier à l'écran. 2 touches de fonction pour copier et coller la sélection, les touches de contrôle multimédia avec la pause, l'avancée, l'arrière, le bouton pour éteindre le volume complètement ou l'augmenter et le diminuer. On dispose d'une touche Delete. Vous avez donc une touche de verrouillage de majuscules qui a la bonne idée d'avoir un indicateur lumineux, la touche pour vérifier le niveau de batterie qui est indépendante, des touches contrôle, option et commande, ce qui fait que le clavier pourrait parfaitement être utilisé sur un Mac, la touche espace qui est gravée avec le mot Zag, ici une touche pour changer la langue de saisie, donc français, English, de saisie du clavier. Vous avez également des flèches qui permettent de faire à la fois des sélections et un déplacement. Remarquez que certaines touches sont donc dédoublées au niveau des fonctions et il faut appuyer sur la touche fonction et ou majuscule pour les atteindre. Cette petite touche avec une ampoule dessus permet d'allumer le rétroéclairage qui dispose de 3 positions complètement éteintes, un cran de luminosité, 2 crans de luminosité et 3 crans. Donc ça tourne en boucle. Outre le fait qu'il soit rétroéclairé, ce qui est extrêmement pratique, il est également rétroéclairé de plusieurs couleurs. Il suffit donc d'appuyer à la fois sur le bouton du rétroéclairage et sur la touche
de petits sigles de changement de couleur pour voir apparaître les différentes coloris. Donc là c'est le blanc, le rouge, le vert clair, le vert foncé, mais aussi le bleu clair, le bleu foncé et une espèce de violet lilas qui est très confortable la nuit. Et on retourne sur le blanc. Le rétroéclairage est extrêmement puissant, ne semble pas consommer de façon énorme la batterie et par contre permet parfaitement de taper dans le noir. Le toucher du clavier est excellent, la course des lettres est juste ce qu'il faut pour taper de façon confortable et j'ai pu réaliser de longs textes sans aucun problème, à tel point que j'avais l'impression d'être sur le MacBook et j'avais tendance à aller utiliser un trackpad qui n'existait pas. Toutes les touches de fonction sont parfaitement intégrées, le copier-coller ainsi que l'annulation et les différentes flèches de sélection sont extrêmement pratiques. De nombreuses applications utilisent les raccourcis clavier classiques, comme c'est le cas par exemple pour la sélection de texte avec la touche Shift et sélection par flèche. Le clavier est suffisamment lourd pour maintenir l'iPad en position ouverte. On voit que je peux le tenir d'une seule main, le clavier ne va pas s'incliner. Il sera donc possible de paramétrer l'inclinement de l'écran à sa guise. Et vous voyez que je peux le tenir d'une main sans qu'il ait tendance à se refermer malgré le poids de l'iPad. Le tout permet d'utiliser l'écran en tactile sans grande difficulté puisque l'ensemble et la charnière tiennent parfaitement bien. Lorsqu'on le referme, les petits tampons que l'on voit arc-boutés permettent d'éviter le contact direct de l'iPad sur l'écran. À remarquer tout de même que les orifices des haut-parleurs ne sont pas percés sur cette housse et donc le son a tendance à être légèrement amorti. Quand la housse est fermée, elle est parfaitement hermétique, l'orifice est extrêmement faible, ne permettant pas un passage de poussière massif. Le clavier et l'iPad se mettent en veille, ce qui n'impose pas la fermeture et l'extinction du clavier de façon manuelle. Et lorsque l'on rouvre, bien sûr, l'iPad se réveille. Le clavier coûte 99 €, il est disponible en AZERTY, en QWERTY et en clavier allemand. Ses fonctions sont extrêmement bien intégrées. Au rayon des plus, le rétroéclairage est clairement un atout. Les touches dédiées de fonctions ne nécessitant l'appui d'aucune autre touche supplémentaire le sont également. L'ensemble est relativement hermétique, bien fini, avec un toucher de clavier extrêmement fiable. Et j'apprécie également le bouton lumineux pour ce qui est du verrouillage de majuscules. Au rayon des contres, bien sûr, l'ensemble est relativement épais. Il n'est pas possible d'utiliser l'iPad en mode tablette sans le sortir. Et enfin, le fait que les orifices du son des haut-parleurs ne soient pas percés peut être un peu gênant car le son est assourdi. On va se pencher sur le Belkin, toujours pour iPad Air. Donc là, il s'agit d'un système un peu différent puisque l'on trouve un cadre qui n'est pas complètement fermé, raccordé au clavier par une partie en pseudo-cuir qui recouvre donc l'arrière de l'iPad lorsqu'il est refermé. Ce cadre se positionne de façon magnétique en formant un support à l'arrière sur 3 positions différentes. Donc la première qui est la plus proche de l'écran et donc la plus inclinée. On va mettre et enclencher l'iPad. Une fois qu'il est clipsé, il est solidement tenu. Sur le côté, le port Lightning est totalement dégagé ainsi que les deux haut-parleurs. La partie en cuir forme donc un support à l'arrière. Les boutons de son et de verrouillage sont certes accessibles, mais sont recouverts par un rebord, ce qui fait que lorsqu'on est face à l'écran, ils deviennent un petit peu compliqués à atteindre. Lorsqu'il est refermé, bien sûr, le clavier se met en pause ainsi que l'iPad. Vous voyez que les ports restent accessibles. À l'arrière, on trouve 2 patins qui permettent d'éviter que la coque frotte directement et vous avez ici l'extrémité, le port de rechargement
du clavier lui-même. Il n'y a pas ici de bouton on-off, ce qui est fort dommage car on est obligé de compter sur la mise en veille automatique du Bluetooth. Et vous voyez également un orifice qui reste malgré tout ouvert lorsque l'iPad est refermé et qui aura tendance à laisser passer la poussière ou de petits objets. Le principe repose donc sur 3 positionnements signalés par 3 traits qui permettent d'incliner l'iPad, mais lorsqu'il est dans la première position, là où il est le plus incliné, il reste extrêmement proche du clavier, ce qui diminue la stabilité. La deuxième position est médiane et laisse un intervalle suffisant, et la troisième position est la plus verticale. On aura tout de même du mal à taper sur les genoux, la tendance étant qu'il se gondole. Les touches de fonction ont ici été ajoutées en supplément sur les autres touches. Elles nécessitent d'appuyer sur la touche fonction en bas à gauche du clavier pour les activer, ce qui peut être éventuellement pratique pour la touche de verrouillage, mais moins pratique pour les autres. Vous voyez que les touches multimédia ainsi que l'arrobase, les contrôles sonores, toutes sont des touches de fonction supplémentaires, c'est-à-dire nécessitant d'appuyer sur la touche fonction. Ce sera la même chose pour l'arrobase, pour le plus, les hashtags et ainsi de suite. Les 4 flèches sont là et disposent de fonctions supplémentaires, à savoir la sélection droite-gauche et la sélection totale. La touche de changement de langage nécessite encore une fois la touche de fonction. Seule Siri dispose de sa propre touche. La touche de verrouillage majuscule ne comporte pas d'indicateur lumineux. La frappe par elle-même ne pose pas de grandes difficultés. Il sera par contre compliqué de faire un contrôle multimédia puisqu'il faudra systématiquement appuyer sur la touche fonction et que les touches ne sont pas forcément très intuitives. Si vous êtes dans la pénombre, par exemple, impossible de contrôler le volume d'un film sans avoir un minimum de source lumineuse. Ce clavier n'est pas rétroéclairé. Il ne souffre par contre pas du petit délai de reconnexion au niveau du Bluetooth, mais parallèlement n'a pas de bouton d'extinction. Le clavier est dans un plastique un petit peu plus léger, il donne un son relativement creux qui est le même que celui du clavier Logitech Solaire que j'avais eu à tester. Il n'est pas réellement pensé pour travailler sur les genoux, vous voyez que si je l'incline, l'écran gondole, ce qui est assez désagréable, et donc si vous l'avez en position sur les genoux, il a tendance à ne pas supporter les mouvements latéraux. De la même manière, il est difficile de le tenir avec une seule main. Sa principale différence vient dans le fait que l'on peut déboîter totalement l'écran pour l'accoucher sur le clavier comme ici, dans un positionnement que l'on nomme tablette. À partir de là, vous avez donc le clavier qui est désactivé, qui se trouve sous l'écran et vous pouvez utiliser votre tablette en tant que telle. Néanmoins, l'épaisseur est relativement conséquente et surtout le clavier a tendance à gondoler dès qu'on le déplace à partir sur les côtés et on a un peu peur de l'effet de cisaillement sur la charnière. On peut également envisager de carrément retourner l'écran, de le mettre complètement en dessous. Encore une fois, il est désactivé donc il ne risque pas d'avoir de frappe involontaire, mais il est comme ça beaucoup moins agréable puisqu'on a le clavier directement sous les doigts. Le prix est identique au clavier de ZAGG. Le dessous est fait en pseudo-aluminium qui malheureusement garde énormément les traces de doigts. Et globalement, c'est un bon clavier si vous privilégiez le fonctionnement tablette. Si par contre c'est pour faire du texte à haute dose, j'aurais tendance à conseiller plutôt le clavier de ZAGG. Le troisième et dernier clavier est donc pour l'iPad mini Retina. Il s'agit ici d'un clavier parfaitement indépendant, relié par une charnière magnétique à l'iPad mini que l'on va donc glisser dans l'encoche. Il suffit pour cela de le faire glisser sur le clavier pour le défaire. Grâce à la force magnétique, il restera en place. Le clavier par lui-même est en métal, il est extrêmement lourd. Il s'agit ici d'un QWERTY puisqu'il n'y avait plus d'AZERTY en stock. Il est décliné en divers coloris. En l'occurrence, il bénéficie de presque toutes les touches de fonction, si ce n'est que la taille a bien sûr imposé quelques restrictions.
Le toucher est très particulier, très lourd, très dense et donne une sensation de solidité bien supérieure aux deux autres claviers. L'arrondi ici sert à accueillir et à faire bouger l'écran de l'iPad. Il est recouvert d'une mousse pour éviter de rayer et il est extrêmement raide. Ce clavier est également rétroéclairé. La touche de blocage de majuscules, elle, ne dispose pas d'indicateur lumineux. On a tout de même certaines touches qui ont donc dû être réduites, comme la touche entrée que l'on voit sur le côté, ainsi que certains critères, mais les touches de fonctionnalité ont été respectées. Vous remarquez que la configuration est un petit peu différente. Vous avez quand même le contrôle, la touche fonction qui remplacera la touche Alt, la touche commande qui se voit doublée du changement de langue, ainsi que l'indicateur de batterie qui sont toujours disponibles. Pour mettre en place l'iPad, il suffit simplement de correctement le positionner, les touches de volume devant rester au-dessus, c'est-à-dire à l'extérieur. Il suffit de le positionner sur le clavier, puis de pousser à fond jusqu'à ce qu'on entende le son d'enclenchement. À partir de là, les boutons de l'iPad sont toujours disponibles. Lorsque l'iPad est incliné, vous voyez que la charnière le maintient très fermement. Même si vous tenez le clavier à une main ou que vous appuyez sur l'écran, il n'y aura pas de difficulté. Le tout est parfaitement solidaire. Ça donne une impression de petit portable que l'on peut tenir en mode paysage si on le souhaite, et bien sûr qui permettra d'incliner l'écran à volonté. Le toucher est excellent, avec un côté un tout petit peu plus métallique que son grand frère. Les touches de fonction sont intelligemment placées. On va pouvoir visualiser le niveau de la batterie sur l'extrémité et remarquer qu'il y a également un port pour le recharger bien sûr, mais un bouton d'extinction également. Malgré la petite taille, il est rétroéclairé, dispose des mêmes niveaux de lumière que le précédent. On appuie sur la touche fonction pour faire varier les niveaux d'éclairage, puis les deux flèches qui permettent d'aller dans un sens ou dans un autre, et vous pouvez également choisir le coloris de votre rétroéclairage comme vous le souhaitez. Encore une fois, l'iPad et le clavier se verrouillent lorsqu'on les met en position pour le refermer, et vous pouvez également disposer l'iPad dans l'autre sens pour en faire un mode tablette à sa manière. Alors bien évidemment, là il s'agit d'un clavier QWERTY, donc la frappe est plus délicate, surtout qu'il manque les accents. Toujours est-il que ce clavier est extrêmement confortable, très solide, donne une impression réellement d'excellente finition. Il reste relativement exigu puisqu'il s'agit d'un iPad mini, mais je pense que c'est une excellente solution et une très bonne alternative si vous avez vraiment besoin d'un clavier et que vous pouvez facilement glisser dans un sac. L'autre point faible étant le fait, bien sûr, qu'il ne protège pas l'arrière de l'iPad. Entre les deux, j'ai donc une nette préférence pour le clavier de Zag, tout simplement parce qu'il donne une sensation de liberté lorsque vous l'avez sur les genoux et que vous tapez de façon prolongée. Le Belkin est intéressant par sa fonction tablette qui reste malgré tout possible. Quant au clavier de l'iPad mini, il est étonnamment confortable compte tenu de sa taille. Vous trouvez bien sûr d'autres types de modèles de clavier, je n'avais que ces trois-là à disposition et j'espère donc que ce test vous aura intéressé. Pour ma part, je vous retrouve bientôt pour un nouveau tuto. Bye bye!